compagnie qui s'appelle LNC, qui développe dans le fond un produit afin d'aider les aînés à garder leur autonomie, rien de moins. Euh, Tout le monde n'a pas quelqu'un à leur côté pour alerter les autorités compétentes lors d'accidents provoquant une inconscience. De ce fait, un bracelet capable de détecter de façon complètement automatique ces incidents et d'alerter des secours est un dispositif indispensable pour la survie de ces personnes. Donc, je vous présente dans le fond les deux cofondateurs de l'entreprise, Kevin Chaperon et Baptiste Lemarcy. Ils sont respectivement doctorants en intelligence artificielle et développeurs, placés dans le monde de la recherche depuis les années 2014-2015. Ils ont œuvré pendant leurs études pour les personnes âgées ou déficientes cognitives, ayant des déficientes cognitives. Donc, je vous laisse la parole. Kevin et Baptiste, c'est à vous. Merci beaucoup. Déjà, je tiens à m'excuser s'il y a du bruit autour. Là, j'ai un bébé à la maison, donc ça se peut. Donc oui, Baptiste, on va vous présenter notre boîte, ce qu'on fait, puis là où on est rendu. Baptiste, tu peux passer après. Donc dans le fond, moi, je vais vous présenter qui on est pour justement savoir où c'est qu'on s'en va avec notre affaire et dans quel contexte on l'a fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet-là. Après, Baptiste, lui, va enchaîner sur les différentes concurrences qu'on a, comment est-ce qu'on va s'y prendre et l'état d'avancement du projet en général. Donc, qui on est? On était deux à la base pour faire la société, donc moi et Baptiste. Je suis en train de faire mon doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, je suis très loin de Montréal et tout ça. Puis, comme vous pouvez l'entendre, je viens d'encore plus loin. Baptiste, lui, a fait sa maîtrise aussi à l'UQAC. En 2019, pardon, on a recruté Valère, qui est un docteur en IA et un ingénieur informatique. Parce que pour notre bracelet, on avait besoin de compétences aussi dans ce domaine-là plus approfondies. Donc c'est pour ça qu'on a été le chercher. À nous trois, on a tous travaillé dans le même lab qui travaille en fait dans l'intelligence ambiante, donc qui est une branche un peu spéciale de l'intelligence artificielle où on travaille notamment avec les maisons intelligentes et ces affaires-là. Donc dans ce cadre-là, on a fait toutes nos thèses et nos mémoires pour les personnes âgées en général et ou déficientes cognitives. Par exemple, nous, dans notre laboratoire, on travaille surtout avec les personnes Alzheimer. En plus de ça, on a fait un ERP pour une résidence pour aînés. Donc c'est juste pour se dire qu'on a commencé à travailler là-dedans et c'est ça qui nous a aussi indiqué le manque à gagner dans ce domaine-là. Alors ensuite, la raison de notre projet elle vient pour deux choses. La première, c'est que on le voit avec toutes les statistiques de partout. La quantité de personnes âgées dans le monde est en croissance absolument folle. Donc là, c'est quelques stats qu'on a sortis. En 2017, il y avait 600 000 à peu près de personnes et en 2050, c'est prévu qu'il y en ait 1,5 million. Donc la croissance est énorme et une stat qui est encore plus importante, c'est qu'il y a 30% de ces personnes-là qui chutent environ chaque année et ces chutes-là peuvent se révéler plus ou moins mortelles. Un bon exemple de ça, tu peux passer à la prochaine, Baptiste. C'est à mon grand-père en 2013 qui a fait un AVC. Donc un AVC, à l'époque de 2013, il y avait pas beaucoup de dispositifs sur le marché. La majorité des dispositifs qu'il y avait, c'était notamment des affaires avec des boutons. Donc on appuie puis ça envoie une alerte à quelque part. Alors quand on fait un AVC et qu'on est inconscient, les dispositifs à boutons, comment dire, ça ne marche pas très bien. Donc dans ce cadre-là, c'est arrivé à mon grand-père, mais il y avait ma grand-mère pour manager ça. Elle a réussi à appeler les secours et ça s'est relativement bien passé. Maintenant, le problème, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, donc je vous mets des exemples, et tout le monde n'a pas forcément quelqu'un à côté d'elle pour alerter les besoins, les autorités aux besoins.
Donc, dans ce cadre-là, je voulais développer un dispositif capable d'aider toutes les personnes, même si la personne est chez elle toute seule. Et je Merci. laisse Bon, la parole à Baptiste. c'est ça. Moi, je vais commencer par vous présenter un petit peu les concurrents que nous avons identifiés au suite de nos recherches. Ok. Premièrement, en fait, on a plusieurs concurrents directs qui sont le Philips Lifeline et Direct Alert, qui sont deux concurrents qui fonctionnent comme Kevin l'expliquait tantôt sur le concept de bouton, c'est-à-dire si on chute, il faut, voyons, voilà, il faut appuyer sur un bouton pour dire OK, bon bah moi j'ai un problème, venez m'aider. Les deux fonctionnent aussi sur une méthode où en appuyant sur le bouton, ce que ça fait, c'est que ça contacte une centrale qui va avoir une personne qui va nous répondre. Bien sûr, encore une fois, dans des cas d'inconscience, c'est compliqué de parler et de parler de manière cohérente. Les autres concurrents que nous avons vus sont plus des montres qui vont être des montres connectées ou des montres sportives telles que le Fitbit Sense, Garmin Vivo Active, Polar Loop ou même l'Apple Watch. Toutes ces montres récupèrent des données qui sont souvent importantes pour les sportifs. Donc, est-ce qu'ils sont en train de faire de l'activité sportive? C'est quoi leur rythme cardiaque? Comment est-ce que le sommeil se comporte? Parfois, il y a même un peu d'analyse d'autres données. Donc, tout ça, c'est nos concurrents potentiels. Et Philips Lifeline et Direct Alert sont nos vrais concurrents qui sont vraiment plus dans le domaine que nous cherchons. Donc ici, nous allons voir les forces des concurrents que nous avons. Donc, il y a ce que l'on cherche à faire, nous, c'est un système qui va faire de la détection de chute, entre autres, donc, ce qui évite que si quelqu'un chute, tombe inconscient, etc., on puisse transmettre automatiquement une alerte. Il y a le rythme cardiaque. On peut comme ça détecter via des anomalies, donc mettons quelqu'un qui fait de la tachycardie ou autre. Taux d'oxygène dans le sang. En général, c'est plus pour avoir un estimé de comment est-ce que c'est, est-ce qu'on est bien ou pas, parce que souvent ce type de capteur est peu précis, mais nous permet d'avoir quand même assez de précision pour dire s'il y a une problématique ou non. La reconnaissance d'activité, donc tout à l'heure j'expliquais que la plupart des bracelets sportifs sont capables de nous dire, bon écoute, là tu es en train de faire de l'activité, mais nous ce serait plus poussé que ça encore, ce serait quel type d'activité? Est-ce qu'on est en train de faire de la marche? Est-ce qu'on est en train de courir? Est-ce qu'on est en train de faire simplement de la musculation ou tout ce genre d'affaires? Ensuite, il y a la sécurité des données. Donc là, c'est souvent très important pour pas mal de pays et pas mal aussi d'utilisateurs de savoir que ces données sont à l'abri des regards. Donc, on veut pas forcément, nous aussi, de notre part, que n'importe qui puisse accéder à ces données parce que c'est des données quand même assez importantes. Et puis enfin, la transmission d'urgence. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi. C'est en cas de problématique que ce device soit capable de contacter une personne qui puisse porter assistance. Donc, si on regarde bien ici, on a entouré en fait chacun de nos concurrents et puis on a déterminé qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs qui sont capables de faire de la chute, de la détection de chute, le rythme cardiaque, transmission d'urgence, on en a quand même beaucoup. Bien sûr, on retrouve nos concurrents directs, Philips Lifeline et Direct CA. La reconnaissance d'activité, on a entouré quasiment toutes les montres connectées. Mais c'est comme j'expliquais, c'est pas vraiment, c'est de la reconnaissance qui sont on est capable de dire tu fais de l'activité, mais on n'est pas capable d'expliquer quelle activité forcément tu fais. Les le taux d'oxygène dans le sang, il y en a très peu qui le font. Le rythme cardiaque, c'est très courant. Donc nous, par rapport à ça, on va essayer d'arriver en fait et de répondre à toutes ces problématiques avec un bracelet. Bien sûr, ce bracelet n'est pas ici dans le but d'être un bracelet sportif. C'est vraiment dans le but de venir aider des personnes âgées, mettons, ou des personnes qui en ont dans le besoin. Mais c'est pas pour traquer, mettons, parce que je fais de la course tous les jours, je vais avoir tout ce genre d'informations. Ça pourrait le devenir, mais c'est pas le but initial. Donc justement, on va commencer à arriver avec la stratégie marketing que nous avons mis en place.
Donc, en premier lieu, comme Kevin vous a présenté tantôt, le nombre d'aînés en fait croît. Il croît quand même beaucoup. D'ici 2050, oui, c'est à 2050, on prévoit 1 500 000 aînés versus 600 000 actuellement. Donc, ça fait quand même une bonne croissance. Et en plus, dans ces aînés-là, les personnes âgées sont souvent susceptibles de chuter. Donc, il va nous falloir quelque chose, il va falloir un dispositif qui est capable de les aider lors des chutes. Surtout qu'en plus, une personne âgée, quand ça chute, ça se blesse et ça coûte très cher. Mettons, une personne de 20 ans qui chute, qui tombe sur ses fesses, pas vraiment de problème. Une personne de 80 ans qui chute, de même, il y a souvent quelque chose tel que le coccyx qui va casser, une fracture, et tout de suite, ça devient des mois de rétablissement, ça devient beaucoup d'argent dépensé pour ce système-là. Donc, nous, en fait, on a prévu, pour arriver à ce niveau-là, on a prévu d'abord cibler les personnes souvent qui sont en résidence pour aînés. Donc, les résidences pour aînés, en fait, ça va être, c'est des unités où les personnes âgées viennent se faire souvent soigner ou se faire assister au jour le jour. Bien sûr, il n'y a pas que les résidences pour aînés dans ce monde-là, il y a aussi les personnes qui sont en foyer seules. Donc, comme on dit, 80% de nos aînés vivent dans leur foyer. C'est quand même énorme, mais ça veut dire que 20% sont dans des résidences pour aînés. Donc, on peut offrir le produit aux deux personnes, au foyer et aux résidences pour aînés. Dans un premier lieu, on voulait aller vers les résidences pour aînés parce que c'est un monde qui est restreint. C'est dans des appartements. Souvent, ces personnes-là peuvent rarement sortir ou peu sortir. Donc, c'est quand même un domaine plus contrôlé. Cependant, avec la pandémie actuelle, les résidences pour aînés, c'est moins accessible un peu. Disons que c'est plus facilement, on accède plus facilement aux personnes qui sont seules chez elles. Donc, c'est possible qu'à ce niveau-là, nous changeons notre vision pour aller pour fitter avec ce qui est en ce moment. Au niveau de la distribution, on y allait simple parce que on vise quelque chose de réalisable au début, donc dans la région, ce qui nous permettrait de faire nous-mêmes la distribution jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on voit qu'on a de plus en plus de demandes et qu'on ait vraiment besoin d'aller vers un système de distribution tierce. Donc, comment est-ce qu'on met en valeur notre produit? Premièrement, on le met en valeur souvent par des présentations de ce type-là, où on va venir vous expliquer qu'est-ce que nous on fait, comment est-ce qu'on le fait, et puis c'est quoi notre vision au niveau du domaine de la santé pour les aînés. Mais sinon aussi, on partage à travers des réseaux sociaux. On a quelques affichages externes, on a du bouche à oreille, puis maintenant on a l'Incube aussi qui vient beaucoup nous aider à ce niveau-là. Et puis, une autre mise en valeur de notre produit, ce serait le service après-vente qui viendrait avec donc un support technique et matériel. On veut vraiment bâtir une relation de confiance avec nos clients. On a déjà beaucoup discuté avec des résidences, on tient la discussion, on les informe au niveau du processus d'évolution. On essaye d'être proche de nos clients. La création du produit. Donc, ça, c'est toutes les étapes qu'on va avoir accomplies en fait pour toute la création du produit, de où est-ce qu'on est parti, jusqu'où est-ce qu'on veut se rendre et où est-ce qu'on est actuellement. Donc, la phase 1, on avait déterminé que c'était l'étude de marché, l'association des potentiels clients, histoire d'établir une liste de besoins, comment est-ce qu'on pourrait se placer dans le marché, la faisabilité aussi du projet parce que c'est assez important. Et l'élaboration du modèle d'affaires. Donc tout ça, c'était notre première partie que nous avons faite. La deuxième phase venait à élaborer l'infrastructure logicielle, donc tout notre concept de bracelet avec l'installation dans des résidences pour aînés ou chez les personnes afin d'avoir la reconnaissance de la chute, mais aussi prévenir quelqu'un dans le besoin qui pourrait venir aider la personne. La conception du prototype initial, la conception des plans électroniques en vue de miniaturisation plus tard, la conception du modèle physique du bracelet. Ici, ce qu'on appelle modèle physique, en fait, c'est vraiment le bracelet en tant que tel, ce qu'on vient mettre autour de notre poignet. La fabrication d'un prototype en taille réelle,
test et ajustement de l'infrastructure, donc c'est là où on allait faire nos tests en laboratoire. Puis la phase 3, ça commence à arriver dans les tests et ajustements en milieu réel. Donc ça veut dire en milieu réel, on va ici aussi voir les résidences pour aînés ou alors le foyer selon ce que l'on pourra faire. Donc nous actuellement, on est en plein dans la phase 2. On voit qu'on a déjà fait l'élaboration de l'infrastructure, le prototype initial ainsi que les plans électroniques. Au niveau du modèle de fabrication du bracelet et pour le prototype taille réelle, on a besoin de vous en fait parce que au niveau du modèle physique, nous avons fait un modèle 3D, nous avons fait des tests d'impression, nous n'avons pas le modèle final. Mais la fabrication d'un prototype en taille réelle, c'est vraiment aussi là où on a besoin de vous parce que c'est là où nous avons besoin de réaliser des prototypes en petite quantité afin de faire nos essais en laboratoire, puis après pouvoir faire nos essais en milieu réel. Fait que merci à vous pour avoir assisté à cette présentation et Kevin, as-tu un dernier mot à dire? Merci beaucoup. Donc, merci les gars, très belle présentation. On va peut-être prendre un petit peu de questions avant la courte pause. Donc, si vous avez... Bon, on a ici une question d'Arnaud. Pourquoi concevoir un nouveau bracelet plutôt qu'utiliser ceux qui sont commercialement disponibles? C'est une très bonne question. En fait, la raison majeure, c'est parce que nous, on vient implanter en fait, un système d'intelligence artificielle directement dans le bracelet. Et en fait, on vient modifier le système du bracelet. Sauf que des bracelets tels que Fitbit, tels que l'Apple Watch, tels que Garmin, en fait, ce sont des systèmes propriétaires. On ne peut pas vraiment aller modifier ce genre de bracelet. Donc, c'est essentiellement pour avoir un meilleur contrôle sur votre hardware. Je comprends Exactement. bien. Je suis passé par là, fait que je comprends le struggle, puis je comprends aussi l'attrait de vouloir concevoir un bracelet de ce genre. Une autre question de Manuel. Pensez-vous d'aller vers un électronique avec microcontrôleur, DSP, FPGA ou autre? Donc, Ouais, vas-y, réponds, Kevin. Dans le fond, oui, on a l'électronique avec un microcontrôleur. On est censé avoir un FPGA aussi. Après, pour les textions, processeur que vous avez en tête. vraiment plus technique, Moi, je ça dirais vient. que ce serait plutôt Oui? Là, tu veux pas parler? Non, non, allez-y, allez-y. Ça a juste vraiment coupé, fait que je savais pas ce qui se passait. Et donc, ouais, on va aller là-dessus. Après, le problème, c'est que pour les questions vraiment techniques, ce serait censé être Valère qui pourrait répondre. Malheureusement, Valère ne travaille pas que chez nous. Mais donc oui, on a un microcontrôleur qui est choisi, qui est l'Artemis, d'ailleurs, de SparkFun. Puis on veut pouvoir le programmer aussi à la main, donc un FPGA aussi. Après, je regarde les autres questions. Merci beaucoup. Une autre question. Quels essais en laboratoire avez-vous besoin? Ça, je dirais que c'est Une très, très plutôt bonne question, des... ça. Les tests en lab, là, un Ouais. incontournable. Il y a plusieurs tests en lab. Il y a les tests en lab, on va dire standards, où il va y avoir les normes IP et puis ces affaires-là. Mais ça va pas être nous qui allons le faire. Le deuxième, ça va plutôt être surtout les tests de notre infrastructure. Donc pour ça, il faut qu'on ait des bracelets en petite quantité pour vérifier que tout marche bien ensemble, pour ensuite valider plus tard. Bon, parfait. On a une question de Nabil. Il a levé la main. Nabil, Bon, une autre question ici. Luc Landry. Attends, on va y aller avec Nabil parce qu'il a levé la main un petit peu. Oui, merci. Merci Alexandra. Premièrement, bravo pour la présentation. Si vous avez un prototype fonctionnel ou vous n'en avez pas, et est-ce que votre prototype dans un bracelet, est-ce que c'est du flex électronique que vous faites?
Alors ça, on est assez ouvert sur la façon de le faire. En fait, le prototype qu'on a actuellement, c'est vraiment un prototype à base de devboard. Donc on s'entend que pour un bracelet, ça marche absolument pas. C'était juste pour les tests initiaux. Justement, on est à la recherche d'un prototype en taille réelle, donc au format bracelet, qu'on puisse se mettre au poignet pour vrai. Après, l'impression en flexible ou pas, ça, on est assez ouvert d'esprit à ce niveau-là. À la base, on n'avait pas prévu de le faire dans ce sens-là, juste pour des questions de prix. Après, comme je dis, on est ouvert à tout. Si c'est pour une question de prix, je vais parler par expérience. Gênez-vous pas parce que vous allez sauver en temps de déboyage puis en temps de patentage. Si vous y allez vraiment en flex, là, moi, je sais que j'ai eu vraiment une moyenne expérience en essayant de mettre des rigids ensemble par des connecteurs et tout. Essayez d'éviter les connecteurs le plus possible. Allez-y. Rigid Flex, même si c'est un peu plus cher, vous allez être gagnant au final. Bref, ça, c'est mon expérience. Fait que j'en ai ici. Ensuite de ça, on avait aussi une autre question. Les certifications. Où en êtes-vous avec vos processus? Oui, vos processus de certification, CSA, UL, FCC, Santé Canada, FDA. Alors, de souvenir de ce que Valère nous avait dit, c'est que la plupart des certifications telles que FCC, ça va être, pardon, voyons, ça va être des certifications, Kevin. Ouais, donc en fait, tous les trucs qu'on utilise sont déjà normés. Il va juste falloir renormer le bracelet par après. On ne voulait pas aller tant vers ces processus-là tant qu'on n'avait pas de proto puis que ça fitait dans notre infrastructure et tout ça. Ce qui, je pense, paraît à peu près logique. Mais c'est prévu qu'on aille là-dedans, surtout si on veut aller dans le domaine public par après. Mais pour l'instant, c'est en pause, on va dire. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai vu peut-être Manuel lever la main. Non, non, non. Parfait, ça va bien. Parfait. Donc, ça fait le tour pour les deux premières présentations ce matin. La troisième après la pause.